Il faudra le lire. Vous remarquerez que Pascal, qui est votre directeur, elle est Leibnizien. Ça, c'est Leibniz. Le fait que je suis un homme à l'œuvre dans ma propre histoire, je déploie les potentialités de ma monade, je peux effectivement désespérer de Dieu, dans mon intimité, rien ne m'en empêche. Mais il n'empêche que si Dieu a tout préétabli, la raison, c'est-à-dire le règne des fins, est au-dessus. Moi, de mon vivant, je n'y ai pas accès. Et puis plus tard, on verra bien. D'ailleurs, il dit, Leibniz, je commence en philosophe, je finis en théologien. Voilà. Mais c'est un philosophe qui pose deux plans de développement du monde. Celui que moi je conçois en tant que petit homme à l'œuvre dans l'histoire, et quand je suis au-dessus et que je pense comme si j'étais Dieu, je le pense dans la grande globalité. Or, Kierkegaard, il ne veut pas de ça. Il le nie. Et c'est pour ça que sa démarche est particulière. Il dit, je passe par la vie, je commence par la vie. Je commence par la vie du débauché. Étant dans la vie du débauché, je suis plus capable de penser autre chose que cela. Et dans cette vie qui m'est propre, l'existence ne s'enferme pas, l'existence même ne se définit pas. Et comme elle ne se définit pas, je suis libre à tout moment de changer le cours de ce que je suis. D'ailleurs, on pourrait commencer aussi par ça, la question de l'existence, en fait. L'existence, pourquoi je vous ai parlé comme ça? C'est parce que quand je vous ai développé l'historique de la philosophie, ça veut dire que jusqu'avant, ce mouvement particulier de cette émergence d'une nouvelle pensée philosophique, en fait, on parlait de l'essentialisme. Qu'est-ce que l'essentialisme? C'est le fait que notre essence a été prédéterminée avant par Dieu. Ça veut dire que quand je suis né, on m'a donné déjà un caractère, un potentiel et des potentialités qui me permettent progressivement de m'orienter vers une fin. En d'autres termes, si nous allons là tous à la librairie, il y a de fortes chances, si nous nous perdons dans les différents rayons, que si vous me cherchez, je sois au rayon philo. Parce que j'ai été prédéterminé pour aimer la philosophie et pas les mangas. Enfin, je ne sais pas que j'aime pas les mangas, mais c'est pas là qu'on me trouverait effectivement. Vous voyez? Dans un supermarché, on pourrait nous lâcher aussi. Eh bien, en raison de nos degrés d'affinité pour certaines choses, on sait où on va nous retrouver. Moi, c'est facile, rayon bonbons, chocolat, gâteau. Mais oui. Et d'autres seront peut-être au rayon, je ne sais pas, charcuterie, fromage, etc. D'autres seront au rayon des grands vins. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous avons tous des tendances particulières qui nous sont données. Après, à nous de voir ce qu'on va développer et travailler. Parce qu'on aurait pu donner une tendance à aimer la philosophie que de ma vie je ne m'y intéresse pas. Parce que trop fatigant, trop... etc. Vous voyez? Mais il n'empêche que pour les philosophes du système, on nous a créés en fonction d'une essence qui est préétablie, c'est-à-dire dont on a déjà donné une part du contenu qu'on n'a plus qu'à réaliser en étant en circonstance. Donc on est déjà préorienté, prédéfini. Et il n'y a plus qu'à mettre en pratique pour voir après, puisque s'il y a une essence, ça veut dire que Dieu l'a prédéterminé, et donc en fonction de nos modes de vie, on verra si Dieu nous récompense, nous punit, ou nous condamne éternellement à la rôtissoire, l'enfer. Vous voyez? Ce qui veut dire que je peux savoir que Dieu existe, il peut m'avoir donné les commandements, il peut m'avoir donné un tempérament, mais ma vie est faite de telle façon qu'il me met en situation. Donc, je vois quelqu'un dans la rue qui perd un billet de 50 €. Le billet est sur le sol. Qu'est-ce que je fais? Premier cas. Je mets vite mes pieds dessus, je regarde autour de moi. Si personne m'a vu, je le ramasse, je le mets dans ma poche. Deuxièmement, je ramasse l'argent et j'appelle la personne en disant « Vous venez de perdre 50 €. Troisièmement, je ramasse la somme sans avoir à me dissimuler plus ou moins, puisque j'estime qu'il est tombé au sol, propriété publique, je passe devant, c'est à moi. Dans les trois cas, qu'est-ce qu'il y a? Un côté d'un sentiment un peu de culpabilité, je me dis, je me cache parce que si quelqu'un me voit que je ne le rends pas, je me sens fautif. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais ça ne m'empêche pas de faire la bêtise quand même. Hein, c'est de l'ordre du compromis. Bon, il n'y avait personne, genre pas vu, pas pris. Je le fais. Deuxièmement, je suis honnête, c'est-à-dire que je ne transige pas. Je prends et je rends. Troisièmement, j'ai pas d'état d'âme. Je n'ai pas d'état d'âme. Je ramasse, je sais que c'est à moi, point. Alors qu'en réalité,
C'est douteux l'histoire. Vous voyez? Ben, en fonction de ce que je fais, Dieu peut m'avoir donné un tempérament particulier. Il peut m'avoir poussé à être radine. C'est rare pour les femmes, hein. En règle générale, c'est plutôt l'inverse. Surtout quand c'est les cartes bleues de nos conjoints. Ça flambe vite. Mais tout ça pour dire que je pourrais être radine. Et donc, en voyant l'argent, pour moi, ça y est, j'ai la possibilité de réaliser un idéal. Donc cet argent, il est à moi. Vous voyez, ma valeur qui est la mienne, c'est l'argent, c'est pas l'honnêteté. Par conséquent, je fais ça en toute conscience. Et je n'ai aucun état d'âme, bien entendu. Mais pour le bon Dieu, entre guillemets, qui m'a donné la possibilité d'être radine, quand il crée cette situation-là, puisqu'il m'a préétabli, vous doutez bien qu'il préétablit les circonstances, lui, il me regarde d'en haut. Alors la petite, qu'est-ce qu'elle fait? Ouh là là, elle le ramasse. Elle le met dans sa poche. Coupable. Et oui, coupable. Parce qu'à ce moment-là, Dieu m'a mis à l'épreuve pour vérifier si je suis capable de me mettre à distance de mes passions, si je peux aller à l'encontre d'une essence, qui serait la mienne, pour essayer de mettre comme idéal de mes actions le souverain bien. Voilà, quand mon essence est déterminée, Dieu existe, nous regarde, nous met à l'épreuve, et voit si nous sommes capables d'aller à l'encontre de certaines de nos tendances pour pouvoir respecter les commandements. C'est un peu pervers quand même. Quand même. Mais c'est comme ça. On ne va pas aller à l'encontre de ça. Ça, c'est l'essentialisme. Ça veut dire que tout est plus ou moins préétabli. Mais que rien n'est complètement déterminé. Parce qu'imaginons, je suis radine, mais ce jour-là, je vois l'argent tomber, et je me dis, cet homme ou cette femme en a peut-être besoin. Vous voyez? Moi, j'ai besoin d'argent aussi. Mais ce jour-là, je ne sais pas, mon porte-monnaie n'est pas vide. Donc je ne suis pas dans l'idée, ah, ça c'est à moi. Puisque ce jour-là, je ne manque de rien. Et je peux effectivement, exceptionnellement, penser autrement que par le vice de la radinerie. Et donc, effectivement, ramasser l'argent et le rendre. Et là, le bon Dieu me regarde d'en haut de dire, eh bien, dis donc, elle ne m'a pas habituée à ça. Elle qui racle sur tout. Vous voyez? Et qui d'un coup dirait, ben, elle a fait sa bonne action. Par conséquent, le fait qu'on nous donne une essence prédéterminée, ça ne veut pas dire totalement déterminée. Ça veut dire que j'ai encore mon libre arbitre, j'ai encore la possibilité d'intervenir dans le cours des choses, sinon c'est la banalisation du mal, hein. C'est un arrête. Hein. Ça veut dire j'ai pas vu, j'ai pas entendu, je savais pas ce qui se passait. Voilà, les œillères, voilà. Et je tamponne sur des bordereaux d'envoi de milliers de personnes à la mort, comme si je validais des canettes de bière que j'envoie pour un pub de la rue d'à côté. Hein. C'est une commande comme une autre. Hein. Et Eichmann, qu'est-ce qu'il dit pendant son procès? C'est fou, hein. Il dit, mais moi, je suis désolé, hein, j'exécute des ordres. Hein. On m'a dit qu'il fallait que je mette temps sur les trucs, on me demande d'accélérer la cadence, j'accélère la cadence, parce que je ne vais pas à l'encontre de mon devoir. Ce qui veut dire que cet homme, qu'est-ce qu'il a placé en premier lieu? Son devoir d'obéissance. Même pas sa conscience. S'il avait une conscience, il l'aurait pensé, le sens des choses. Il n'a plus de conscience, on peut dire. Par contre, il a la conscience, si vous voulez le mot, utilisons-le, mais non, il a le devoir d'obéissance. Il s'est engagé au service d'une cause, il est le fonctionnaire au service d'un exercice, et coûte que coûte, il ira jusqu'au bout. C'est ce qu'on voit quand aujourd'hui on dit parfois, il y a des expressions qui consistent à dire que l'administration ou la gestion, aujourd'hui on parle beaucoup d'argent, est devenue, comment dire, austère au point qu'elle phagocyte un peu tout, elle ligote un peu tout, puisqu'elle a des ornières. On dit, ah ben quand on a affaire à l'administration, c'est pas pour rien qu'on dit que l'administration administre, point. Pas de cas d'état d'âme, pas de nuances, ils sont pas là pour penser. Donc ils obéissent. Et comme ils obéissent, ils appliquent l'ordre. Voilà. Alors c'est compliqué, mais en même temps on se dit alors, ce qu'il faudrait méditer, c'est le droit de la déobéissance. Désobéissance qui nous amènerait à quoi? Voilà. Ça s'est posé dans les tranchées, justement, la question, c'est le philosophe Alain qui pose la question, qui dit alors, pendant la guerre, ceux qui ont été exécutés après pour l'acheter d'ailleurs, hein, est-ce qu'ils avaient le droit au moment où vous étiez dans les tranchées de poser l'arme en disant écoutez-moi, votre guerre, j'en veux pas, vos histoires là, ça commence à bien faire,
c'est complètement brutal, c'est complètement inutile, c'est pour des idéaux qui ne tiennent pas, retourner autour d'une table, négocier, puis nous on reviendra après si vraiment il y a besoin. Et le droit de désobéissance. Et pourtant, celui qui a désobéi est considéré comme le fuyard, le lâche et le déserteur. Parce qu'à ce moment-là, on ne lui demande pas d'avoir un état d'âme, on lui demande d'exécuter un ordre et d'obéir à une mission qui est transmise, enfin qui est la sienne. À cheval, c'est ça. Et à cheval, c'est encore plus fou parce que quand Hannah Arendt se retrouve au procès, elle a voulu y aller, bien sûr, mais bon, elle s'attend à quelque chose d'extrêmement dur. Et c'est dur. Parce que tous les gens qui s'apprennent à cheval, c'est des gens qui viennent en larmes en disant vous avez tué ma famille, vous avez fait exterminer tous les enfants, vous avez. Bon, bref. Et eux, ils s'attaquent à ce bourreau, d'une certaine façon, comme s'ils s'attaquaient aux nazis dans le camp. Et Hannah Arendt, quand elle le voit la première fois, elle se dit que je vais avoir la posture du nazi, moi. Et elle n'a pas la posture du nazi. Elle voit une espèce de petit scribouillard qui ressemble à rien. Et à un moment donné, comme elle est décalée, elle écoute et elle prend des notes, elle se dit, mais on est en train de faire le procès de la bêtise humaine. Ce type est un idiot. Elle écrit. Ce type est un idiot. Il a oublié à un moment donné que le devoir c'était une chose, mais qu'à un moment donné, la pensée se doit de réfléchir, de s'arracher au monde de l'absurde, vous voyez ce qui n'a pas de sens, s'arracher au monde de l'absurde pour dire stop, c'est pas des caisses de pierre ou des paquets de riz que j'envoie, c'est des gens et je les envoie à la mort. Stop, administrativement, je ne continue pas à cette fonction, je ne vais pas plus loin. Et si la plupart des Allemands qui n'étaient pas fusillés en main dans les camps avaient commencé à désobéir administrativement, eh bien il n'y aurait pas eu d'envoi de train avec des personnes qu'on allait envoyer malheureusement à la mort. Ça commence là. Vous voyez la banalisation du mal?